Bonjour à tous, je suis Jasmine Boudjema, conseillère industrie à la CCI de l'Hérault. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui et d'animer ce plateau télé dédié aux nouvelles pratiques managériales dans une industrie du futur. À mes côtés, Mathieu Dossin, dirigeant de l'entreprise Delta Automatisme, et Daniel Pouéry, directeur du développement chez TopTech. Je vous remercie tous les deux pour votre présence. Ce plateau est organisé par la CCI de l'Hérault en partenariat avec la CCI Occitanie et avec le soutien financier de l'État et de la région Occitanie dans le cadre du programme régional d'accompagnement à l'industrie du futur. L'ensemble des CCI d'Occitanie vous propose de vous sensibiliser et de vous informer sur l'industrie du futur. Concrètement, cela prend la forme d'organisation de réunions en entreprise, d'ateliers en présentiel dans les locaux de la CCI ou de webinaires tels qu'aujourd'hui. L'ensemble du programme est régulièrement mis à jour sur le site des CCI de l'Occitanie. Donc, n'hésitez pas à en prendre connaissance régulièrement. Le deuxième point de ce programme de sensibilisation, c'est le référencement et l'animation des offreurs de solutions de l'industrie du futur, qui est réalisé notamment sur la plateforme CCI Business. Donc, pour vous montrer un petit peu cette plateforme, CCI Business Occitanie, vous avez ici une capture d'écran avec rapidement la connexion, l'inscription à la plateforme et les communautés qui sont à ce jour dans la plateforme CCI Business. Par exemple, offreurs de solutions industrie du futur, le club des offreurs de solutions ou la sous-traitance industrielle. Donc, hop, je vais revenir juste là, voilà. Donc, avant de débuter cette matinée, je vais vous en rappeler rapidement le programme. Je vais enchaîner la présentation et vous présenter le programme d'accompagnement à l'industrie du futur de la région Occitanie. Ensuite, à 9h30, je laisserai la parole à Daniel Pouéry qui présentera sa démarche d'accompagnement. Et puis son intervention sera complétée par le retour d'expérience de Mathieu Dossin, donc de la société Delta Automatisme, qui a suivi la phase 1 du parcours et je vous le présente là de suite à venir. Et nous conserverons un temps d'échange de 15 minutes à peu près en fin de plateau, dans l'idée de rendre l'antenne à 11h. Voilà. Quelques petits rappels sur le plateau télé. Donc, vos micros sont coupés pendant les présentations. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent au fil de l'eau, de les poser via l'onglet « Discussion » que vous avez à l'écran. On y reviendra dans les derniers temps en fin d'intervention. Autre point pour vous signaler que cette séance est enregistrée. Elle sera disponible en replay sur le site de la CCI Occitanie, sur la chaîne YouTube. Et l'ensemble des supports vous sera adressé en PDF à l'issue de la rencontre. Voilà. Alors, donc, je vais conserver la parole et je vais maintenant vous présenter le parcours d'accompagnement industrie du futur de la région Occitanie. Je vais vous en rappeler rapidement le contexte. Ce parcours, en fait, est issu d'un partenariat État-région qui vise à accompagner au niveau national 10 000 entreprises vers l'industrie du futur. Il existe donc 2 parcours en Occitanie. Le premier qui est plutôt fléché pour la filière aéro, qui est mis en place par le GIFAS. Et le deuxième, c'est un parcours, donc le parcours régional qui s'adresse à tous les autres secteurs industriels, mis en place et financé par la région et cofinancé par l'État. Et c'est ce dont il s'agira plus précisément aujourd'hui. Donc, un rappel des enjeux principaux de ce programme d'accompagnement. Il s'agit de préparer donc, les entreprises industrielles à la 4e révolution industrielle,
Ce qui est important de souligner, c'est qu'on s'adressera à tout type de niveau de maturité. Voilà, ça concerne donc beaucoup d'entreprises. Le deuxième enjeu, c'est aider ces entreprises à identifier leur levier de compétitivité, les engager dans un processus de transformation significatif et surtout durable, et bien entendu les accompagner dans l'amélioration de leur excellence opérationnelle globale en combinant plusieurs facteurs déterminants que je vais vous détailler rapidement après. Donc, le premier point, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est essentiellement filière aéro. De par les inscrits qu'on a aujourd'hui, peu d'entreprises sont concernées. Mais voilà, rapidement, ce programme du GIFAS comprend un volet de sensibilisation des équipes dirigeantes. Vous avez également un programme d'accompagnement des PME constitué notamment d'un diagnostic et d'une feuille de route et des premières pistes d'action prioritaires. Le déploiement. En Occitanie, ce programme concerne 70 entreprises sur 3 ans. Et voilà, je vous laisse prendre connaissance des coûts. Alors, 2 coûts différents pour les entreprises non adhérentes au GIFAS et pour celles qui sont adhérentes au GIFAS, 7 500 € hors taxe. Donc, vous avez le lien si vous souhaitez candidater à ce programme. Donc, le programme, le parcours régional industrie du futur pour les autres filières industrielles en région. En fait, donc, il s'agit d'une approche globale et systémique de la performance de l'entreprise qui repose sur 7 facteurs déterminants. Le premier, et on peut dire que c'est le point de départ en fait, de l'accompagnement et du diagnostic, c'est vraiment passer en revue la vision et la stratégie du dirigeant, définir avec lui ses objectifs et ses priorités. Bien entendu, ensuite, le deuxième facteur, c'est l'intégration du numérique. Également, il sera traité de l'outil industriel et de sa performance industrielle, l'outil de production et de la performance organisationnelle. Un point très important lié à la réduction de l'empreinte environnementale et énergétique. C'est vraiment un point à souligner pour l'entreprise. Il faut vraiment que ce soit vu comme une opportunité, en fait, ce point-là, et non pas une contrainte. Ça peut être source d'économie également. Un point important, et puis on y reviendra dans la présentation de Daniel, c'est l'implication des équipes, voilà, l'accompagnement humain, la valorisation des salariés. Et le dernier facteur déterminant dans l'accompagnement dans ce parcours régional, c'est bien entendu la performance économique de l'entreprise, des nouvelles propositions de valeur pour pouvoir s'adresser à ses clients. Alors concrètement, on parle de parcours, pourquoi? Alors d'une part, la phase de sensibilisation dont j'ai parlé en introduction, qui est organisée par le réseau des CCI, mais également 2 phases d'accompagnement. Une première phase qui est dite courte puisqu'elle est de 5 jours. Elle est fondée sur un diagnostic 360 degrés de l'entreprise. Je parlais des 10 000 accompagnements au niveau national. L'objectif en région sur cette phase 1, c'est 400 entreprises accompagnées. Sur cette phase-là, sur ce parcours, on a un financement à 100%. Donc, la région Occitanie finance en intégralité ce parcours, cette phase de 5 jours. Si l'entreprise le souhaite, elle peut basculer en phase 2. Donc là, on est plus sur un accompagnement sur mesure qui peut aller jusqu'à 25 jours supplémentaires. L'objectif en région, c'est d'accompagner 250 entreprises industrielles. Et cette fois-ci, le financement sera de 50% de la région.
Voilà pour cette deuxième phase. Ce qui est à souligner, c'est que l'entreprise peut bénéficier, peut solliciter des aides régionales pour l'ensemble de sa démarche industrie du futur. Donc, que ce soit en amont ou pendant ou à l'issue de l'accompagnement, il existe des dispositifs, notamment le PASS et les contrats. On peut souligner que ce qui est important, c'est vraiment d'inscrire ce type de démarche et ce type d'investissement dans une stratégie globale de l'entreprise. L'ensemble des aides se trouve sur notamment le hub Entreprendre de la région et le site de la CCI Hérault. Je vous parlais de phase de conseil. Cette phase de conseil, en fait, est faite et réalisée par 7 prestataires qui ont été référencés par la région Occitanie. Donc, vous avez TopTech qui est ici parmi nous, mais vous avez les 6 autres ici qui s'affichent, donc Agilea, Afnor, Altran, Silad, Inexenso et le groupement OPO Socodit. Donc, la caractéristique de ces prestataires, c'est qu'ils ont un profil architecte-projet, c'est-à-dire qu'ils proposent une démarche d'accompagnement transversale et globale. Il ne s'agira pas à ce stade-là de proposer des offreurs de solutions technologiques, puisque ces architectes-projets sont vraiment des tiers de confiance pour l'entreprise. Bien entendu, ces prestataires ont une expérience éprouvée de l'industrie du futur. Leur mission, quelle est-elle? C'est d'être l'interlocuteur privilégié de l'entreprise dans les 2 phases, aussi bien la courte que la longue ensuite. Et bien entendu, après, cet architecte a vraiment un rôle de pilotage dans les projets de transformation qui auront été mis en avant à l'issue de la phase 1. Donc, cet architecte projet identifie, propose et coordonne les interventions des experts en fonction des priorités relevées en phase 1. Un rappel, c'est que le choix du prestataire revient bien entendu à l'entreprise. Les critères d'éligibilité du dispositif. Toute entreprise industrielle peut prétendre à solliciter ce parcours d'accompagnement à partir du moment où son activité, elle a une activité principale de production, de fabrication ou de transformation. Peu importe sa taille, j'aurais tendance à dire également que ce soit de la TPE à l'ETI, donc moins de 4 999 salariés, et bien entendu que le site concerné par l'accompagnement soit basé sur le territoire Occitanie. Un rappel aussi sur le fait que l'entreprise puisse disposer d'un premier bilan d'activité sur 12 mois minimum, que les montants de ces fonds propres soient au moins égaux au montant de la subvention demandée. Et il sera regardé aussi le plafond des aides de minimis pour pas que celui-ci soit dépassé. Voilà pour les critères d'éligibilité. Et ensuite, ben voilà, vous êtes entreprise industrielle, vous souhaitez candidater, faire votre demande pour bénéficier de cet accompagnement. C'est très simple. Vous allez simplement sur le hub Entreprendre de la région, dont vous avez l'adresse, le lien à l'écran, et que vous aurez d'ailleurs ensuite. Vous créez un compte si vous n'en avez pas déjà. Vous choisissez un référent. Donc, pour rappel, c'est une démarche obligatoire. Et c'est ce référent qui sera votre interlocuteur privilégié dans toutes les étapes en fait, de développement et d'accompagnement que vous souhaiteriez avoir par la suite. Et ensuite, en allant sur mes outils à ma disposition, vous choisirez le parcours régional Industrie du futur et après, vous n'aurez plus qu'à vous laisser guider, à terminer votre processus, à choisir votre prestataire et à déposer votre dossier en ligne. Vous pourrez confirmer la facilité de la démarche. Quelques coordonnées qui pourraient vous être utiles.
Vos contacts de proximité, donc pour les entreprises basées sur le département de l'Hérault, la CCI Hérault, en l'occurrence mes coordonnées conseillère industrie. Si parmi nous aujourd'hui il y a des entreprises d'autres départements, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos conseillers industrie des CCI respectives. Et après, vous avez les interlocuteurs de ce dispositif au niveau de la coordination du dispositif, donc de la région avec Christophe Bentanax, de l'État avec Alice Vilco. Au niveau de ADOC, l'interlocuteur sera Stéphane Blanchard. Et pour la filière aéronautique, le programme GIFAS, donc Jean-Luc Phoenix. J'en ai terminé pour cette phase de présentation du parcours. Comme on le disait, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les inscrire sur le chat. On y reviendra ensuite. Et je vais maintenant passer la parole à Daniel Touéry. À vous. Merci Jasmine pour cette présentation et cette introduction. Donc effectivement, je suis Daniel Touéry, de la société TopTech, qui est implantée dans l'est de la France, mais je suis moi au cœur de la région Occitanie puisque je suis à Montauban. Donc notre société a été retenue comme architecte dans le cadre du parcours Industrie du futur, et donc nos 32 experts, tous salariés, interviennent auprès de PME, de TI et de grands groupes depuis une vingtaine d'années maintenant, au travers donc de projets qui vont toucher de l'amélioration des performances de l'entreprise. On y reviendra tout à l'heure, mais disons pour moitié sur des activités manufacturières, on va dire, que ce soit des productions unitaires ou des productions de série, et pour l'autre moitié dans des activités de service. Nous travaillons par exemple avec des cabinets d'experts comptables, nous travaillons avec des mutuelles, nous travaillons avec des assurances. Nous avons fait des interventions dans un cabinet d'avocats, excusez-moi, et donc c'est comment améliorer, on va dire, la performance de ces différentes activités. Donc, dans le cadre du parcours Industrie du futur, nous avons sélectionné dans notre équipe un certain nombre d'experts, notamment un qui est intervenu dans la société de Mathieu, mais qui vous en parlera tout à l'heure. Je vais vous présenter maintenant donc les compétences et l'expertise de notre cabinet, et en zoomant particulièrement sur l'aspect de l'humain dans l'entreprise. Alors, j'avais relevé un texte il y a 2 ans maintenant, puisque ça date de juin 2019, d'un psychiatre qui est spécialisé justement dans l'accompagnement des personnes au travail, qui constatait un état de stress dans les équipes, et il faisait référence au fait que ce stress n'était pas forcément lié aux nombreux changements, mais plutôt au manque d'accompagnement des équipes dans le changement. À cette époque, en juin 2019, le mot Covid-19 n'était pas connu. Donc, nous constatons, nous, pour intervenir dans bon nombre d'entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité, que le Covid n'a fait qu'exacerber encore cet état. Et on retrouve un certain stress, un haut niveau de stress au niveau des équipes. Et donc, bien sûr, ce changement a été pris en compte dans nos interventions pour accompagner encore mieux, je veux dire, les équipes dans le changement. Et on le voit dans les témoignages, enfin, Mathieu en parlera certainement, j'espère, d'une redescente de niveau de stress à un niveau acceptable, si tant est qu'il y a un niveau acceptable de stress. En tout cas, de remettre l'urgence là où elle doit être au niveau des équipes, et un gain en sérénité. Bien. Alors, lorsqu'on parle de performance des entreprises, effectivement, si vous décidez de rentrer dans ce parcours Industrie du futur, alors je vais remettre aussi la partie Industrie du futur là où elle doit être. Jasmine l'a très bien expliqué. On va prendre les entreprises, quel que soit leur niveau de maturité. Donc, on a des entreprises où effectivement, on va rechercher du digital, de l'analyse de big data, etc. parce qu'on est vraiment dans un niveau, on va dire, où on a besoin de ces données, et d'autres entreprises qui, elles-mêmes, on va dire, n'ont jamais forcément fait appel à des conseils externes,
qui peuvent être de petite, de moyenne ou de grande taille et qui ont besoin de faire déjà les b.a.-ba de l'excellence opérationnelle. J'ai souvenir d'une entreprise dans laquelle nous sommes intervenus récemment et le témoignage du dirigeant a dit moi, le digital, ça a été une macro sous Excel qui me permet aujourd'hui de gérer mon adéquation charge-capacité et déjà pour moi, c'est le futur. Voilà, donc je voudrais remettre aussi l'industrie du futur où elle doit être par rapport au niveau de maturité de l'entreprise. C'est pour ça d'ailleurs que le diagnostic commence par une phase sur la partie stratégique de l'entreprise qui va nous permettre aussi d'évaluer sur une première journée le niveau de maturité de l'entreprise pour pouvoir adapter le modèle d'intervention où en est l'entreprise et où est-ce qu'on peut l'amener. Alors, lorsqu'on parle de performance dans les organisations, on va parler par exemple de rentabilité, parce qu'une entreprise qui ne gagne pas d'argent, en général, elle ne peut pas investir, elle ne peut pas se développer, elle ne peut pas communiquer, et en général, ça ne dure pas très longtemps. Ce qui intéresse peut-être vos clients, c'est aussi que vous les livriez à l'heure. Vous avez pris un engagement, donc on parlera de notion de taux de service. Nous parlerons également de qualité. Alors, on ne parle pas d'ISO, mais on parle de qualité produit ou de surqualité. Nous parlerons de cycle, parce que dans certaines entreprises, ce qui est intéressant, outre de livrer les clients à l'heure, c'est de les livrer dans un délai court. Et aujourd'hui, on constate, encore une fois, accéléré par, je pense, cette crise de Covid, des clients qui mettent encore plus de temps à se décider, mais quand ils se sont décidés, ça devient encore plus urgent. Donc, un phénomène d'accélération de la réduction des cycles. Prise tardive de décision et par contre, souhait extrêmement rapide d'être servi. Et donc, tout ça, on l'a dit, et puis c'est un petit peu l'objet de ma présentation ce matin, des enjeux sociaux, parce que on voit donc du stress, du télétravail, manque de repères, ajouter à ça ce qui existait déjà avant, génération X, Y, motivation, mobilisation, niveau de compétences, formation, donc tous ces enjeux qui vont tourner autour de l'humain. Donc, chez TopTech, nous avons une expertise qui se déploie en quatre axes. Donc, le premier étant un travail sur la partie d'amélioration des processus. Alors, les processus, c'est quoi? Si vous êtes lancé dans des démarches ISO, vous avez décrit vos processus. Chez TopTech, nous sommes des vulgarisateurs et on dit qu'un processus, on pourrait le schématiser sous la forme d'un tuyau. Comme on pourrait d'ailleurs schématiser finalement une entreprise sous forme d'un tuyau. À l'entrée de mon tuyau, on a une commande, par exemple, puis tranquillement, pas trop vite, on va traverser tout le tuyau et à la sortie, on va livrer un produit ou un service. Donc, la longueur de ce tuyau va correspondre finalement à vos délais, à vos cycles, donc à votre respect, à votre tenue des délais, donc taux de service, mais également à votre flexibilité. Capacité donc à livrer plus rapidement ou à changer de format de production. Sur un tuyau, on va retrouver également des notions d'ouverture, donc capacité, productivité. C'est là également que va intervenir les notions de prix de revient, puisque si avec le même tuyau, je suis capable d'en produire plus, finalement, ce que je produis en plus ne me coûte que le prix de la matière. Et puis, dans un tuyau, un troisième paramètre, c'est tout ce qui est fuite. On fait l'appel à un plombier en général, c'est plutôt pour des problèmes de fuite. Alors, dans les fuites, on va mettre tout ce qui est gaspillage, tout ce qui est surqualité. Finalement, c'est quelque chose que vous produisez à un niveau de qualité que votre client n'a pas besoin, qu'il ne vous paie surtout pas. Donc, par contre, vous, ça vous coûte. Donc, fuite, longueur, ouverture. Et pour assurer la maîtrise, on va dire, de ces trois paramètres, eh bien, vous avez mis dans votre entreprise, dans vos organisations, avec un mot majuscule, un certain nombre de personnes que l'on appellera des superviseurs. Donc, ça va être des chefs d'équipe, des leaders, des référents, des chefs de service, des directeurs. Donc, toutes ces personnes-là qui vont être amenées à manager des équipes pour assurer la performance de votre système de tuyauterie. Donc, dans la phase d'analyse, en regard de votre stratégie, on va regarder qu'est-ce qui vous permettrait de réduire vos délais, d'améliorer votre productivité, capacité et de réduire les fuites. En y ajoutant, bien évidemment, puisque nous sommes dans le cadre du parcours Industrie du futur, ce que disait tout à l'heure Jasmine, donc les notions de digital, si nécessaire, les notions d'environnement, si nécessaire, etc. Donc, pour pouvoir améliorer, on dirait, la performance de ce tuyau, donc au départ sur des aspects organisationnels, mais en y intégrant aussi tous les leviers
de la partie industrie du futur s'ils sont nécessaires et applicables dans l'entreprise. Le deuxième paramètre quand on veut améliorer la performance d'une société, c'est de se dire, ou d'une organisation, c'est de s'intéresser au système de gestion. Le système de gestion, c'est quoi? C'est finalement tout ce qui va se passer en amont du tuyau. Alors, on vient de réorganiser notre tuyau, plus court, plus gros, moins de fuite. C'est comment je vais remplir mon tuyau. Donc, c'est toute la partie prévisionnelle. Donc, on va parler de planning, d'ordonnancement, mais si on remonte encore dans les prévisions, on va parler de programme directeur de production, de plan industriel et commercial, donc sur des échéances qui peuvent aller à une année et demie, voire 2 ans dans certaines entreprises, et puis essayer de se donner des perspectives. L'idée du système de gestion, alors, s'il le faut, un outil digital peut aider, mais avant de mettre en place quelque application que ce soit, quelque logiciel que ce soit, il convient de se poser la question sur le comment je vais appréhender mon approche de ma planification, comment je vais appréhender les différents paramètres qui vont me permettre de mettre sous contrôle ma planification sur les différentes échelles de temps qui sont présentées ici. Donc, on va dire de l'année à la journée, voire à la demi-journée dans certaines entreprises qui ont des rythmes de bouclage extrêmement rapides, où on est capable plusieurs fois par jour d'ajuster une planification. Donc, le système de gestion, c'est d'abord de se poser les bonnes questions, de mettre en place, après, si nécessaire, un outil digital. Je fais référence à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Dans une entreprise, l'adéquation à charge capacité, c'est-à-dire planning ordonnancement, est gérée avec une simple macro sur Excel, un peu élaboré certes, mais qui permet de faire largement le job. On est dans le contexte d'une entreprise d'une dizaine de personnes. Il est évident que peut-être dans certaines organisations, Excel ne suffit pas. Mais donc, on va pouvoir déjà se poser les bonnes questions et dimensionner l'outil juste qu'il nous faudra pour aujourd'hui et peut-être regarder un petit peu pour demain. Donc, le système de gestion, comment je vais remplir mon tuyau? Parce que si mon tuyau, je le remplis correctement, j'en améliore d'autant les performances. Alors, théoriquement, on pourrait s'arrêter là, puisque finalement, on planifie bien et on est bien organisé pour faire. Sauf que la vraie vie, ce n'est pas comme ça. La vraie vie, c'est que vous avez un fournisseur qui, ce matin, ne vous livre pas, un opérateur qui est absent, vous avez un client qui vous demande un changement de priorité, vous avez une machine qui casse. Bref, tout plein d'écarts, c'est comme ces petits fils invisibles qui vous empêchent d'atteindre votre objectif. Donc, on va appeler ça les écarts. Si on reprend le schéma qui est à l'écran, vous vous êtes fixé comme objectif d'atteindre la petite bille verte en haut à droite. Et il va se passer entre le moment où on est sur la bille bleue et le moment où on sera sur la bille verte, on ne va pas suivre le fil bleu. Ici, on va suivre différentes oscillations que vous voyez ici à l'écran. Donc là, on pourrait arriver aux 6 questions qui fâchent, c'est-à-dire de dire, lorsque l'on voit un de ses collaborateurs, lui poser la question où est-ce que tu devrais en être? Et souvent, la réponse qu'on vous donne, c'est j'en ai fait 10. Non, ce n'est pas la question. C'est où est-ce que tu devrais en être? Combien, normalement, théoriquement, tu devrais en avoir fait? Ça veut dire qu'on a une bonne maîtrise de notre planification et de ce que l'on doit faire dans l'heure ou dans la matinée ou dans la semaine, peu importe l'échéance. Ensuite, où est-ce que tu en es réellement? Donc, je devais en faire 10, j'en ai fait 8 ou j'en ai fait 12. Donc, je suis en avance ou je suis en retard. Quels sont les écarts que tu as constatés? Quels sont les écarts que tu as traités? Parce que c'est finalement dans tes attributions de traiter ces écarts-là, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et puis, si ces écarts-là, tu ne peux pas les traiter, à qui tu les as transmis? Et puis, la dernière question, c'est finalement, depuis que tu as commencé à prendre ton car aujourd'hui, combien de fois tu t'es posé les questions? Parce qu'un camion qui ne part pas le vendredi soir ou une offre de prix qu'on a promis à un client pour midi, ce n'est pas dans les 5 dernières minutes que ce camion ne part pas ou que l'offre ne part pas. Il s'est passé quelque chose plus tôt, un écart qui a commencé à se créer, 1 heure avant, un jour avant, une semaine avant, un mois avant. Est-ce que vous l'avez détecté? Qu'est-ce qui a été mis en place pour essayer de recoller à la ligne? C'est la question. Donc, l'idée, c'est de mettre en place des objectifs clairs au travers d'un pilotage de la performance. Des objectifs qui seront animés au travers de rituels de pilotage, au travers de top 5, de top 15, top 30, etc.,
Je reprends les propos d'un de mes clients qui dit « Aujourd'hui, mes équipes gèrent les heures. Mes chefs d'équipe gèrent les journées. Mon responsable de production gère les semaines et moi, je gère le mois. Parce qu'il n'y a rien de plus vrai que si je fais des sommes d'heures bonnes, il y a des chances que mes journées soient bonnes. Si je somme des journées bonnes, il y a des chances que mes semaines soient bonnes et ainsi de suite sur le mois et sur l'année. Donc, remettons finalement avec le pilotage au juste niveau les indicateurs de performance, les objectifs et ce suivi-là. Il est évident que on ne va pas parler à une équipe de production ou dans un bureau d'études ou peu importe, dans un service RH en euros. D'accord ? On va parler en nombre de dossiers, on va parler en mètres cubes, en mètres carrés, en nombre de pièces, etc., en nombre de palettes, que sais-je. Et puis, plus on va remonter dans l'organigramme, plus on va se rapprocher des euros. Il n'y a rien de plus vrai qu'un nombre de pièces fera des euros à la fin et qu'on peut aussi décrire des euros en nombre de pièces ou en nombre de mètres carrés au début de la production. Donc là, le pilotage, c'est tout ce qui va, tous les objectifs et le suivi à la maille la plus fine des objectifs que l'on s'est fixés. Donc, piloter sa performance, c'est avoir des objectifs clairs, rafraîchir ses indicateurs à la bonne fréquence et puis remettre à la bonne hauteur les indicateurs et les rituels. Voilà pour le pilotage de la performance. Donc, nous venons de voir l'amélioration des processus, la maîtrise du système de gestion, le pilotage de la performance. Tout ça, on va dire, c'est de la technique, c'est de la rigueur, c'est de la formation, c'est basculer dans un autre modèle. Maintenant, tout ça, c'est possible et surtout, ça va perdurer parce qu'il ne s'agit pas, en fait, quand on fait un projet de changement, de faire un coup, il faut que ça dure dans le temps. Donc, tout ça passera notamment par une population qui est souvent bousculée, on va dire, dans les organisations. Ce sont vos managers de proximité, vos superviseurs. Donc, chez TopTech, nous avons développé un module qui s'appelle les bonnes pratiques de la supervision, qui s'adresse vraiment à ces personnes-là, à savoir que ce module-là, d'ailleurs, est enregistré au Registre national de la compétence professionnelle et que notre entreprise est Datadoc et Calliope, donc très bientôt. Donc, c'est une formation avec une toute petite partie en collectif et une grande majorité de la formation se fait en individuel, puisque suivant les profils des personnes que vous avez, leur histoire, leur parcours professionnel, leur formation, leurs aptitudes, tout simplement, eh bien, on ne peut pas dispenser un cours qui ira à tout le monde. Donc, il peut y avoir une partie théorique, il y aura une partie théorique, mais surtout, le gros du travail se fait avec chaque personne en individuel sur le terrain, que ce soit le terrain de production ou le terrain office, enfin, dans les bureaux d'une manière générale. Donc, déjà, les superviseurs, d'où viennent-ils? Bien souvent, dans les entreprises, c'est le meilleur ouvrier qui est devenu chef d'équipe, c'est le meilleur chef d'équipe qui est devenu chef d'atelier, c'est le meilleur dessinateur qui est devenu chef de projet, puis le chef de projet est devenu responsable du bureau d'études. C'est le meilleur vendeur qui est devenu chef de secteur, directeur commercial, que sais-je, etc. C'est la meilleure infirmière qui est devenue chef infirmière. Ça marche aussi dans beaucoup de secteurs. Et puis après, on a une autre population donc, de managers qui sont des gens plus avec des diplômes, techniciens supérieurs, ingénieurs, qui vont être nommés comme chef d'une équipe, chef d'un atelier, chef d'un bureau, etc. Donc, on a différents profils qui peuvent être à la tête d'équipe dans les entreprises. Et ça, c'est juste la vraie vie. Donc, ce que l'on vous propose, donc ces gens-là, pardon, je reviens juste en arrière, ces gens-là, comment assurent-ils ce management? Ont-ils été formés? D'accord. Alors, bien sûr, il existe plein de formations sur le management, diriger une équipe, manager une équipe, etc., mais qui souvent sont des formations théoriques en salle où on se retrouve avec 5, 6, 8, 10 personnes et on vous présente une formation, ce qui est très bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Moi-même, je l'ai fait et j'ai appris beaucoup de choses. Ce qui est compliqué après, c'est la mise en œuvre sur le terrain. Donc, ce que l'on vous propose, justement, c'est de changer de modèle de management. Pensez le management autrement. Donc, déjà, superviser, c'est quoi? Donc, on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, chez TopTech, nous sommes vraiment des gens de terrain. Donc, on va revenir aux basiques, aux choses qui semblent les plus, je dirais, les plus au contact du terrain, les plus proches de la réalité. Donc, les bonnes pratiques dans le superviser, c'est quoi? Donc,
on considère qu'on a 7 activités dans un poste de manager. La première, c'est la supervision active. C'est assigner une tâche, donner un objectif, mesurer un écart. D'accord ? Est-ce que les consignes sont claires? C'est quoi l'objectif? Il faut faire 10 pièces par jour, c'est-à-dire 10 dossiers dans une heure. Ça permet donc à votre collaborateur de se situer. Est-ce que je suis en avance? Est-ce que je suis en retard? On part du principe que, justement, dans la mesure des écarts, que chacun dans l'entreprise va jouer son rôle. Et si un opérateur n'a pas fait ses 10 pièces à midi, ce n'est pas de l'anti-jeu. C'est qu'il y a un autre problème. Une machine qui fonctionne moins bien, des consignes qui n'étaient pas claires, une matière qui ne réagit pas comme il faut. Donc, ça va nous permettre après de traiter ces écarts-là et de pouvoir après réinteragir sur la planification, etc. Mais si on ne suit pas, on ne fait que subir. Et le vendredi, le camion ne part pas, ou à midi, l'offre ne part pas chez le client. Donc, assigner une tâche, donner un objectif et régulièrement mesurer les écarts. Dans les bonnes pratiques de supervision, on doit aussi faire de l'amélioration. Quand je rencontre des entreprises, souvent on me dit oui, quand on fabrique ces pièces ou quand on traite ces dossiers, on est embêté. Et c'est des pièces ou des dossiers que l'on traite depuis des années. Ça veut dire que depuis des années, on traite un boulet sur ces pièces ou sur ces dossiers et qu'on n'a jamais pris le temps, à un moment donné, de traiter une bonne fois pour toutes cet écart-là pour éviter qu'il se reproduise. Donc, la notion d'amélioration prend tout son sens. Et quand on parle d'amélioration continue, c'est à ce moment-là qu'elle doit intervenir parce que souvent, on nous parle d'amélioration continue, on veut la mettre en avant, mais c'est plus dans un processus qui fonctionne déjà qu'à un moment donné, on va continuer à l'améliorer pour aller toujours vers le mieux. Donc, remettre l'amélioration dans les tâches de vos managers et pas juste dans un service. On me dit, ah oui, mais pour l'amélioration, il faut voir le monsieur ou la madame qui s'en occupe. Comme il y a quelques années, on disait, ah, mais pour la qualité, il faut voir la madame ou le monsieur qualité. Non, l'amélioration, c'est un sujet qui doit être porté par vos managers. Ensuite, il y a toute la partie planification. Donc, c'est finalement l'adéquation entre la charge et la capacité. C'est-à-dire, moi, je suis chef d'une équipe de 5 personnes. Ce matin, j'ai un absent. C'est sûr que si j'ai un absent, je ne vais pas pouvoir sortir autant de produits ou autant de dossiers que si mon équipe était au complet. C'est donc comment je suis capable de faire mon adéquation charge-capacité avec mon équipe dans mon espace-temps qui m'est concerné. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis chef d'équipe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ma journée et mes équipes, c'est les heures qui composent cette journée. Ensuite, il va y avoir une partie d'administratif. Donc, toute la partie administrative, c'est du reporting, etc. Une partie de supervision passive, malheureusement, c'est ce qu'on subit. C'est traiter un problème. C'est aussi être vraiment passif. Des fois, on me dit, moi, je suis dans l'atelier, quand les gars ils ont un problème, ils viennent me voir. Ou quand on est dans un bureau, on me dit, la porte de mon bureau est toujours ouverte, quand les gars ont un problème, ils viennent me voir. Mais ils viennent vous voir quand? Quand il y a un début d'incendie ou quand la moitié de la forêt a brûlé? Oui, effectivement, c'est souvent un peu trop tard. Et l'énergie qu'on va devoir mettre pour corriger ce problème est souvent bien plus importante parce que le problème, on l'a laissé se dégrader, on a laissé pourrir la situation et on devra mettre plus d'énergie pour pouvoir la corriger. Dans la partie également de la supervision, on va retrouver du travail manuel. Bien sûr, le travail manuel dans un atelier, ça s'entend, c'est quand on voit le chef d'équipe ou le chef d'atelier qui produit à la place de son opérateur, qu'on voit le chef d'atelier qui conduit le chariot élévateur. Et dans les bureaux, c'est la même chose. C'est quand on voit le chef de service qui est obligé de travailler sur un dossier, tout simplement parce que quelqu'un ne l'a pas fait, lui, il en a besoin de ce dossier, donc il va mettre la main à la pâte pour traiter ce dossier. Donc, dans certains cas où on a des gens qui sont référents et qui produisent, ça a du sens, mais quand ils ont dans quelques heures qui leur sont réservées pour faire du management, ces heures qui sont réservées au management ne doivent pas être transformées et récupérées pour faire de la production. Donc, le travail manuel chez un manager qui est manager, ça devrait être 0. Le dernier point que je n'ai pas parlé, donc, c'est la partie formation ou information. Bien souvent, j'étais le meilleur soudeur, j'ai été nommé chef des soudeurs. J'ai donc d'ailleurs un savoir-faire, on va dire peut-être, ou une ancienneté, une expérience qui est supérieure à mes camarades. Et donc, je dois leur transmettre aussi ce savoir, ou du moins les informer, ou du moins m'assurer du niveau de leur formation. Car je peux ne pas connaître
toute l'utilisation de toutes les machines, mais je peux détecter un besoin de formation et donc en référer à mon chef ou au service RH pour faire une formation à cette personne-là pour que mon équipe, finalement, gagne le match. Parce que quand je suis un manager, je suis finalement le coach d'une équipe et ce que je veux, c'est gagner le match avec mon équipe. Donc, en leur assignant des objectifs, en faisant de l'amélioration, quand un coach sportif s'aperçoit que sur tel match, il y a eu des carences, je ne sais pas, en défense, par exemple, eh bien, on va travailler la défense, on va faire de l'amélioration. Planifier son adéquation en charge-capacité, de la formation et de l'information, je l'ai dit, un peu d'administratif, de la supervision passive et pas de travail manuel. Alors, puisqu'il y a ces 7 activités-là que nous avons identifiées chez tous les superviseurs, d'ailleurs qu'ils soient présidents d'une entreprise ou chef d'équipe ou chef infirmière, depuis maintenant 7 ans que nous déployons ce type d'intervention, on constate que 2/3 des superviseurs sont dans ce modèle-là. Ils passent la moitié de leur temps en supervision passive, c'est-à-dire pompiers, à éteindre les incendies. Et ce sont des gens qui courent beaucoup, qui font énormément d'heures et qui, paradoxalement, ne sont jamais disponibles et qui vont courir pour essayer de compenser. Et c'est l'énergie humaine qui vient en compensation de la, je ne veux pas dire mauvaise, puisque l'entreprise fonctionne quand même, mais d'une organisation qu'on pourrait améliorer. Et donc, c'est l'humain qui va compenser en fait cette organisation-là. La moitié de leur temps. Beaucoup de temps est passé en travail manuel et beaucoup de temps est passé en administratif. Alors ça, c'est quelque chose que l'on a découvert lorsqu'on s'est mis à monitorer ça. Bien souvent, l'administratif est aussi un refuge. Il est où ton chef? Il est à l'ordinateur ou il est au bureau. Voilà. Donc, c'est aussi quelque part un moyen de ne pas se retrouver face à son équipe. Pour moi, un coach sportif, il est avec son équipe. Et très peu de temps, donc finalement, est laissé à ce qui est la vraie valeur du superviseur, c'est-à-dire de la supervision active, c'est-à-dire de l'amélioration, de la formation, information et de la planification. C'est là la valeur ajoutée du manager, du superviseur, et c'est malheureusement dans 2/3 des cas, je viens de le dire, ce qui est le moins représenté, on va dire, dans les heures que passe un superviseur à son poste de travail ou sur le terrain, ou pas sur le terrain d'ailleurs. Pour donner une information, 15% uniquement des superviseurs ont une répartition, on va dire, qui est cohérente avec ce qu'on pourrait attendre d'une répartition de ces 7 activités-là. C'est une répartition correcte, on va dire, c'est seulement 15% des superviseurs. Alors, on n'est pas en train de dire que ces 66% de superviseurs, il faut les enlever, en mettre d'autres à la place, vous auriez le même problème. Ces superviseurs-là, c'est comment on les accompagne à changer leurs habitudes, à muter, à mieux habiter leur costume finalement de manager que vous leur avez donné. Donc, on va commencer déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'une formation individuelle. On n'a pas tous la même histoire. Vous pouvez très bien avoir un manager qui a déjà un profil de coach sportif. Donc, les exemples auxquels j'ai fait référence, ça va tout de suite y parler. Et puis, vous avez peut-être quelqu'un qui est collectionneur de timbres, par exemple, philatéliste, qui est quelqu'un qui est plutôt très méticuleux, très précis, on va dire, dans sa planification, mais qui aura plus de mal à se mettre en face de l'équipe. Donc, on ne peut pas dispenser la même formation à mon rugbyman, par exemple, ou à mon footballeur qu'à mon collectionneur. En tout cas, la formation ne va pas être perçue de la même façon et surtout, c'est comment ils vont la mettre chacun en œuvre sur leur terrain avec leur propre filtre. Donc, on va commencer par une phase de diagnostic. Alors, au travers d'entretiens, au travers de suivi sur le terrain, au travers de questionnaires, ça va nous permettre d'ouvrir le débat individuellement avec chacun de vos managers et de pouvoir rédiger avec eux, bien évidemment, une feuille de route pour les emmener vers une meilleure on va dire une meilleure compréhension et une meilleure application du management dans leur quotidien. Ensuite, on va venir le moment de la mise en œuvre, on va dire, de ces formations après le diagnostic. Et juste avant ça, on va regarder, je voudrais faire un petit aparté
sur le terrain, justement. Ce terrain, donc, qui est l'atelier ou qui est les bureaux, où on va détecter un écart. Cet écart que l'on va détecter, le manager va le détecter, puisque c'est dans son rôle, et va le transmettre vers ce qu'on appelle un écosystème. Donc, un écosystème, c'est la qualité, c'est les méthodes, c'est la maintenance, c'est le commerce, c'est le chef. Donc, cet écart-là que l'on a transféré, comment va-t-il être pris en compte par ces autres managers et comment ces autres managers vont, eux, l'intercaler dans leur quotidien. Et ensuite, est-ce que ce manager qui a constaté un écart sur le terrain, est-ce qu'on lui fait un retour, on va dire, sur le fait que cet écart est traité. Donc, lorsque l'on travaille dans les bonnes pratiques de supervision, il est important aussi de regarder, bien sûr, le manager, qui est le cœur du système, mais le système aussi pour la transmission de l'information entre services pour pouvoir améliorer la performance sur le terrain. Donc, la formation va se dérouler avec 7 ateliers pédagogiques. Alors, 7 ateliers pédagogiques qui ne sont pas forcément déployés tous les 7. Ça va dépendre de ce que l'on constate dans l'entreprise. Et puis, donc, on fera un choix des ateliers pédagogiques et ils seront ensuite déployés. Comme nous sommes dans le cadre d'Industrie du futur, je profite de la présentation sur les bonnes pratiques de supervision pour introduire aussi un exemple d'application d'un outil digital qui peut être mis en œuvre, on va dire, pour faciliter le quotidien de vos managers. Encore une fois, comme tout à l'heure, j'en parlais pour le système de gestion, il faut d'abord, dans le système de gestion, repenser son modèle de planification et après mettre en place un outil digital. C'est la même chose dans le management. Si, par exemple, on doit faire des tournées de terrain ou animer des rituels, si le manager ne fait pas ces tournées de terrain ou n'anime pas ces rituels, ce n'est pas l'outil digital qui va se substituer. Donc, l'outil digital est là en soutien et comme son nom l'indique, c'est un outil. C'est pour faciliter le travail de la main de l'homme. Au départ, si on n'a pas d'outil digital, et dans certaines entreprises, il n'y en a pas et il n'y en a pas forcément besoin, un simple papier avec une trame va suffire. Après, lorsque l'on veut améliorer la communication, qu'il y a beaucoup de données à traiter, beaucoup de tâches, etc., l'outil digital va être bien sûr grandement facilitateur et va accélérer le traitement et va supprimer de la non-valeur ajoutée au manager en recopie, etc. Donc, on appelle ça un Daily Management System, donc qui est un outil qui vient en soutien du manager. Donc, dans la présentation, je ferai quelques petits pointages justement sur cet outil. Donc, l'idée là n'est pas de détailler bien évidemment les 7 ateliers pédagogiques. Le premier étant les rôles et responsabilités. Rôles et responsabilités, c'est déjà être bien clair avec le manager sur ce qu'on attend de lui et comment il se positionne dans le système de l'entreprise et par rapport à son équipe. Rôle et responsabilité, donc c'est réaffirmer, si nécessaire, son rôle par rapport à son équipe. C'est développer les tâches à valeur ajoutée du superviseur, j'en ai parlé tout à l'heure, supervision active, amélioration, planification, formation, ça c'est les tâches à valeur ajoutée du superviseur versus les tâches à non-valeur ajoutée qui sont plutôt tout ce qui est correctif. Les livrables de ce module-là, c'est que la personne, on ait bien défini ses rôles et ses responsabilités, qu'il se le soit approprié et puis surtout qu'il l'utilise dans son quotidien. Et que pour chaque personne, en fonction de son histoire, de son profil, chacun puisse comprendre quelles sont les actions et d'avoir un plan d'action individualisé, puisqu'encore une fois, je l'ai dit, on n'a pas tous la même histoire. Le deuxième atelier pédagogique que l'on déploie, c'est tout ce qui va concerner les outils de gestion, les outils finalement de pilotage. Donc, c'est doter chaque superviseur ici d'un outil qui va lui permettre de piloter son équipe. Le chef d'équipe qui suit ses journées elles sont composées d'heures, donc c'est de regarder comment avancent mes heures. Je prends un exemple, je fais de la randonnée, quand on a décidé d'être à midi avec mes amis sur un sommet, ce n'est pas à midi qu'on regarde si on est arrivé. On s'est donné quelques points de passage que l'on va contrôler en cours de matinée. Voilà, ça nous permet d'être au rendez-vous, du moins à midi, ou de renoncer, ou de mettre un plan B, mais de s'en apercevoir suffisamment tôt pour ne pas subir, ou du moins, en tout cas, le moins subir possible. Donc, les outils de gestion, c'est tout ce qui est indicateur,
les outils terrain donc pour mieux piloter l'activité de son périmètre et surtout avoir un pilotage aisé, une lecture facile de savoir si je suis en avance ou je suis en retard par rapport à mes indicateurs. Le troisième point que l'on va revoir, c'est d'être vraiment sur le terrain et c'est de regarder, donc c'est ce que l'on appelle les revues de plancher. Les revues de plancher, c'est par une présence régulière, je vais pouvoir détecter des écarts. D'accord? Donc, ici, j'ai mis la photo d'une tablette. Donc, effectivement, c'est le Daily Management System. Ça pourrait être tout simplement une checklist qui est rédigée, qui va me permettre, quand je constate les écarts, de faire de la résolution de ces écarts-là, de la résolution immédiate, du transfert. Par exemple, à un moment donné, j'ai un écart. Ce n'est pas dans ma compétence, je l'ai noté, mais en tout cas, je sais que je vais le transférer à mon chef ou au service concerné. Je peux créer une tâche pour dire, par exemple, à la maintenance que j'ai constaté qu'il y a une fuite sur une machine. Et donc, tant que cette tâche ne sera pas soldée, le système digital, lui, ne mettra pas un terme à cette tâche-là. Donc, les tournées de plancher que l'on va faire, comme normalement l'indique, sur le terrain, vont permettre à la bonne fréquence de constater des écarts pour pouvoir rapidement mener des actions correctives. Dans la tournée de plancher, on va jusqu'à définir le circuit, parce qu'il est peut-être intéressant d'aller d'abord voir tel service avant d'aller voir tel autre service pour avoir de l'information, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Tout ce que je vous présente là est co-construit avec vos équipes. C'est en impliquant vos équipes dans la construction de ces différents points et de leur formation elle-même que derrière, on va réussir à les faire adhérer et à les faire progresser vite et surtout qu'il y ait une pérennité. Le quatrième atelier pédagogique concerne tout ce qui est rituel. J'ai parlé tout à l'heure, j'avais montré une photo avec, c'était celle-ci, donc avec les différents points de passage, différents rituels, donc top 5, top 15, etc. Les enjeux, c'est quoi? C'est de piloter son activité. Un top 5, par exemple, ça se fait entre le chef d'équipe et son équipe. Un top 15, ça se fait entre le chef d'atelier et les chefs d'équipe. On ne voit pas les mêmes choses, on ne traite pas les mêmes sujets, on n'est pas sur la même échelle de temps, etc. Et on va remonter jusqu'à un top 60, un top usine, un top entreprise, appelons-le comme on veut. L'idée, c'est de piloter son activité, c'est de mobiliser ses équipes par rapport à leurs enjeux et à leurs échéances de temps. Voilà. Alors, encore une fois, bien sûr, là, si on a mis en place un outil digital, ça va nous permettre à ce moment-là de récupérer tous les écarts qu'on a constatés sur le terrain et lors de ces rituels-là, traiter ces écarts et d'en avoir une liste exhaustive et de prendre des décisions. Par exemple, dans un top 15, on va constater tous les écarts qui ont été détectés lors des tournées de terrain. On va y associer la qualité, on va y associer la maintenance qui sera présente au top 15 pour que chacun prenne les actions et puisse traiter ses actions. Le point suivant, donc, c'est l'agenda, c'est reprendre finalement la main sur sa journée. Des fois, quand on demande à un chef d'équipe, c'est quoi ton agenda? Ou quand vous demandez à un chef d'équipe ou à plusieurs chefs d'équipe, quand tu arrives le matin, c'est quoi la première chose que tu fais? Si vous posez 3 fois la question à 3 chefs d'équipe différents, vous aurez sans doute 3 réponses. L'idée, c'est avec eux de travailler sur quel devrait être le découpage optimal, on va dire, je n'ai pas dit idéal, mais optimal d'une journée. Et en écoutant les différents chefs d'équipe, mis en regard avec leurs objectifs, et de pouvoir ainsi découper une journée donc sur les différents rituels, donc top 5, top 15, sur les tournées de terrain, sur l'amélioration qu'ils doivent faire, sur le suivi, la préparation d'un rituel, etc. Et donc, un agenda de travail, ça se fait sur Excel, ça se fait sur un tableau, ça se fait sur YouTube, ça se fait sur L'idée, c'est que le manager puisse reprendre la main sur sa journée pour repasser d'un mode subi, finalement, à un mode piloté. La démarche de progrès permanent, donc j'en ai parlé, c'est vraiment quelque chose de très important dans l'entreprise puisque ça évite que chaque fois qu'on trébuche, de se reprendre à chaque fois les pieds dans le tapis. Donc la démarche de progrès permanent, ça se structure et ça peut se structurer, vous voyez, comme sur l'exemple là, de façon très visuelle avec un PDCA. Ici, on a un petit outil qui nous permet de gérer une douzaine d'actions et pas plus, de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Et donc, au moins, on est sûr de pouvoir traiter nos 12 actions, alors que si on en ouvre 50, finalement, on n'en traite aucune. Et là, tant qu'une action n'est pas terminée, je n'entame pas une autre, etc. Donc, on va construire la démarche de progrès permanent avec vos équipes
la mettre en œuvre et encore une fois la piloter. Et la piloter comment? Au travers d'un objectif et au travers d'un rituel. L'idée, en fait, c'est les petits pas qui vont me permettre d'aller toujours vers le mieux. Également, un outil digital peut aussi faciliter le pilotage de cette démarche de progrès. Le dernier point, c'est la gestion des conflits. Alors, très honnêtement, depuis 7 ans maintenant qu'on déploie cette formation, je crois qu'on a dû déployer deux fois cet atelier pédagogique-là, parce que quand on a traité les précédents, en général, on n'est plus dans des situations conflictuelles, puisque on a vraiment détendu et retrouvé de la sérénité. Mais en tout cas, ce module existe, et c'est pouvoir outiller le manager comment désamorcer finalement, des conflits. Le dernier point, avant de conclure, c'est de se dire, vous dirigeant d'entreprise qui êtes sans doute en ligne, c'est de vous donner aussi, grâce au travers d'un outil digital, un outil de suivi qui va vous permettre de suivre l'application des bonnes pratiques. C'est-à-dire que j'ai parlé, par exemple, de tournée de terrain, j'ai parlé de rituel. Eh bien, cet outil, le Daily Management System, va vous permettre de vous assurer que ces tournées de plancher sont bien faites, de constater combien d'écarts sont constatés, combien d'actions sont traitées, etc. C'est une application, donc le DMS, qui fonctionne dans un cloud, et donc des applications mobiles sur le terrain, et puis des applications web qui servent à animer certains rituels. Donc l'outil de suivi, eh bien, comme je l'ai dit, ça peut permettre un suivi individuel. Bon, tel chef d'équipe, tiens, il m'a fait tant de tournées de terrain, ça me permet de voir que il passe un peu trop de temps. Il passe beaucoup de temps, trop de temps, je préfère retirer le mot, il passe beaucoup de temps sur les tournées de terrain. Alors, ça peut être intéressant de comprendre pourquoi, puisque en moyenne, c'est plutôt 15 minutes, et puis lui, il en passe peut-être une demi-heure. C'est de comprendre avec lui pourquoi il passe une demi-heure, est-ce que finalement, il va trop dans le détail, etc. Et puis de pouvoir repositionner la bonne maille de sa tournée de terrain. Combien d'actions il a? Parce que souvent, on voit que les gens sont sous la vague. Et effectivement, quand vous voyez le nombre d'actions que cette personne a à sa charge, on comprend qu'à un moment donné, il soit sous la vague. Donc, est-ce que toutes ces actions, c'est lui qui doit les mener? Est-ce qu'elles peuvent être ventilées par d'autres personnes, sur d'autres personnes, etc. Ça vous permet, vous, dirigeants ou managers d'entreprise, de pouvoir assurer un suivi individuel de vos collaborateurs. Et puis après, un suivi synthétique par atelier, par machine, par car, etc. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir le suivi des actions correctives, parce que c'est bien beau d'ouvrir des actions, derrière, ce qui est intéressant, c'est de les traiter, de les clôturer. Donc, ça vous permet aussi de suivre ces actions-là et surtout de porter votre attention au bon endroit, auprès des bonnes personnes, et pas de papillonner ou de s'intéresser à des sujets qui ne sont pas forcément prioritaires par rapport à votre stratégie. En conclusion, lorsque l'on a travaillé avec des superviseurs et qu'on a mis en place tout ou partie de ce que je vous ai présenté, on a des superviseurs qui ont retrouvé qui sont plus responsables par rapport à leur équipe, qui ont des outils de gestion qui sont adaptés à leurs besoins, puisqu'on n'aura pas fourgué un outil, je dirais, surdimensionné, etc. Ils ont participé à la conception et à la construction, on va dire, du modèle managérial. Ils savent mobiliser leur équipe, ils ont retrouvé du leadership ou trouvé du leadership. Ils mènent des actions sur le terrain, ils communiquent, etc. Et au final, les effets induits qu'on retrouve, c'est une équipe qui est motivée, plus de sérénité. Le témoignage que l'on a, c'est un climat qui est amélioré et surtout des performances qui sont accrues, puisque en termes de productivité, de cycle, de taux de service, etc., on voit rapidement des résultats. Pour conclure complètement et terminer, ce sont des démarches qui vont s'étaler sur les 3 premiers points dont j'ai parlé, les flux, la planification et la mise en place du pilotage. C'est quelque chose qui va s'étaler sur 1 à 2 mois. Et lorsqu'on parle de coaching des superviseurs, c'est des démarches qui vont s'étaler sur 6 à 8 mois, parce que là, il ne s'agit pas juste de déplacer une machine et de la tourner, il s'agit de faire évoluer des pratiques. Il ne s'agit pas de changer les gens, mais de faire évoluer leur modèle de management. Et donc, ça prend juste un petit peu plus de temps. Et on veut s'assurer surtout sur la durée qu'il y a un bon ancrage, on va dire, de ces pratiques pour que ça perdure. Voilà, j'ai terminé. Très bien. Merci.
On va peut-être maintenant laisser la parole à Mathieu Dossin, donc pour rappel de la société Delta Automatisme. Est-ce que pour commencer, vous pourriez peut-être nous présenter votre entreprise? Oui, merci de me donner la parole. Donc, je suis Mathieu Dossa, le président de la société Delta Automatisme, qui est une société qui est basée à Béziers, qui développe 4 millions de chiffres d'affaires et qui est animée par 22 collaborateurs. Donc, c'est une entreprise qui vient d'un ADN familial, puisque c'est mon papa qui l'a fondée en 1981. C'était d'abord un atelier de câblage artisanal et réalisait des tableaux électriques dans le garage de la maison. Et donc, il s'est vite développé vers l'intégration de solutions complètes autour de l'automatisme et du génie électrique. Ces intégrations faisant appel à de l'étude en amont des tableaux, toujours la fabrication de ces tableaux électriques et l'installation, l'intégration sur site jusqu'à la mise en service. J'ai repris cette entreprise en 2010 et bien, nous avons continué à diversifier les activités. On a travaillé à cela, à diversifier les savoir-faire et aussi les secteurs d'intervention en apportant des nouveaux métiers tels que la performance énergétique qui nous permet de réduire les consommations des industriels, de nos clients industriels. Également le pilotage intelligent du bâtiment qui nous permet bien de travailler à l'intelligence des bâtiments, qu'ils soient tertiaires ou industriels. Et enfin, l'industrie du futur ou l'industrie 4.0, en apportant des briques de solutions qui permettent d'améliorer les flux de production, qui permettent d'améliorer l'ergonomie des postes de travail, avec notamment l'intégration de machines spéciales, de solutions automatisées ou robotisées qui permettent d'améliorer la compétitivité de nos clients industriels. Donc pour résumer, c'est une entreprise qui aujourd'hui a évolué, notamment dans nos métiers, dans nos pratiques. On s'est réinventé et on vient à la fois de milieu familial, de milieu artisanal, donc avec certaines habitudes qu'on a gardées, qui sont bonnes pour certaines, parce que ça nous permet de maintenir une agilité, une flexibilité et une réactivité qui est importante pour nos clients, mais aussi quelques modes de fonctionnement qui sont, si je puis dire, à l'ancienne et qui demandent d'être améliorés ou d'être structurés dans tous les cas. Et c'est ça peut-être qui vous a poussé à entamer une démarche, notamment le parcours d'accompagnement. Est-ce que c'est venu de là? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'arriver à un certain seuil d'entreprise, on a besoin d'outils de pilotage. Et aujourd'hui, je pense qu'en 2021, on ne peut plus piloter une entreprise, surtout à vocation industrielle et à vocation de service, comme on le faisait à l'époque, sans outils de suivi ou de pilotage, quel qu'il soit. Je ne parle pas forcément d'outils digital, mais on est obligé de rendre visible en tout cas ce management. C'est pour ça qu'on parle de management visuel. Non pas pour que seul le chef d'entreprise puisse le voir et le piloter, mais qu'on puisse aussi fédérer les collaborateurs autour d'un outil comme celui-là, de pouvoir les mobiliser, partager l'information aussi, parce que dans nos modes de fonctionnement, c'est souvent de l'information orale qu'on donne. On se voit au seuil de la porte, on transmet l'information telle qu'elle vient, et forcément, ça rajoute de la charge mentale, à la fois à tout niveau de l'entreprise, et au final, c'est le dirigeant qui en pâtit, mais aussi les cadres qui structurent, et jusqu'à l'opérateur à qui on a donné les instructions à la volée, et à qui on n'a pas forcément formalisé le process de fabrication ou la mission qu'il doit faire. Donc finalement, ça demande des efforts de créer ces outils, ça c'est indéniable, mais par contre ça enlève de la charge mentale, ça nous permet de piloter moins à vue, mais avec un peu plus de recul et de l'anticipation. Et ça apporte du confort à tous les niveaux de l'entreprise, à mon avis. D'accord. Un point peut-être à préciser, alors concrètement sur l'accompagnement, comment vous avez fait la démarche, comment ça s'est passé, la durée, quelle place ça a pris en fait cet accompagnement dans votre vie de chef d'entreprise au quotidien? Alors pour faire une première parenthèse administrative sur le déploiement de ce dispositif et l'aide de la région, c'est relativement simple et souple à mettre en place. Ça ne demande pas de formaliser un dossier important, donc c'est relativement simple. Et en plus, avec l'appui de la CCI, je pense que c'est assez facile et à la portée de tous les chefs d'entreprise, de toutes les entreprises. Donc ça, c'est pour la partie déploiement, ou en tout cas lancement. Sur le déploiement opérationnel avec TopTech, on a eu un interlocuteur privilégié
dans notre cas, et Juliane, qui nous a réalisé ce diagnostic. Donc, l'idée d'abord, c'est de fédérer le dirigeant, parce que c'est doit être lui qui doit animer le changement, en tout qui doit animer l'action. Donc, ça a commencé dans mon cas avec une journée avec Juliane, notre interlocuteur, qui a pu, je dirais, faire un diag de la société, voir comment on fonctionne, voir aussi quels étaient les projets et la stratégie vers laquelle je vais amener l'entreprise. Derrière, il a pu mobiliser aussi le personnel d'encadrement, donc les managers, pour voir quels étaient leurs avis aussi. Donc, il a pu prendre un temps avec eux spécifique pour voir quelle était la vision de l'entreprise pour eux, quels étaient les points bloquants aussi et les écarts qu'ils pouvaient rencontrer dans leur travail au jour le jour. Et ça nous a permis de bâtir un plan d'action. Donc, ça part de là déjà. Donc, l'implication des employés et des collaborateurs se fait dès les premières journées. C'est tout à fait important pour avoir une vision à 360 de l'entreprise et non pas seulement par le prisme du dirigeant. Donc, ça, c'est important. Donc, ces premières journées nous ont permis de voir le plan d'action, de voir là où on voulait arriver et de pouvoir travailler avec les collaborateurs sur les outils adéquats et personnalisés pour notre entreprise dont on voulait se doter. Et là encore, on l'a fait de façon collégiale avec les employés. On a pu avoir des exemples d'outils qui ont été déjà déployés par TopTech. Ça permet de voir un petit peu qu'est-ce qui existe et de quoi on peut se doter. Mais on a vraiment créé un outil en réunion, en brainstorming, de façon collégiale, qui soit adapté et personnalisé à Delta Automatisme. Et ça, c'est important. C'est important parce que lorsqu'on déploie une action de ce type, forcément, il y a une crainte qui vient à tous les niveaux. Il y a une crainte du dirigeant de perdre du temps, de devoir en tout cas mobiliser du temps à un nouvel outil. Il y a une crainte de la part des salariés, même du personnel de management, de changer les pratiques qu'on a jusqu'aujourd'hui. Et ça, c'est toujours une crainte, qu'on le veuille ou non, même si on sait que c'est pour le bien. Et le fait de pouvoir les mobiliser et de pouvoir les faire participer à la création de ces outils, c'est important, c'est primordial. Sinon, je dirais qu'il n'y a pas l'adhésion qui se fait. Et derrière, au-delà de ça, l'outil ne peut pas vivre parce que les employés ne se l'approprient pas. Alors que si on les engage dans cette démarche, de pouvoir bâtir et se doter ensemble d'un outil commun qui nous permet de piloter de façon plus efficace l'entreprise, ils vont pouvoir la personnaliser, la customiser cet outil et l'utiliser au jour le jour. Oui, donc le fait de les avoir impliqués dès le départ, finalement, la démarche a été bien perçue et ils sont allés facilement dedans. Ils n'ont pas été réfractaires ou vous n'avez pas noté ça? Non. Quand on a fait des tours de table au bout de la première et deuxième réunion d'accompagnement, les employés ont fait part de leurs craintes qu'ils avaient au début. Ils le disaient, au début, ben voilà, c'est quelque chose qui me faisait peur et qui ne me plaisait pas forcément, mais j'y vois un intérêt. Là, j'ai compris l'intérêt que ça pouvait avoir. Donc, effectivement, le fait de les impliquer et d'écouter leurs idées aussi, parce que c'est eux qui derrière déploient ces outils qui font vivre l'entreprise déjà, même avant de déployer cette action-là. Donc, c'est forcément, on est obligé de prendre leurs idées et de pouvoir les approprier de façon collégiale. Ça, c'est important. Dans notre entreprise, on a choisi 3 leviers d'accompagnement. On a choisi la performance industrielle, on a choisi la performance managériale ou organisationnelle et on a choisi aussi l'accompagnement humain. Et pour moi, ces 3 piliers de l'industrie du futur sont importants. Et il ne faut pas oublier l'accompagnement humain. Donc, quand on parle de ça, c'est pas seulement le bien-être au travail, parce que ça, c'est des notions dans les PME qui sont, en tout cas, qu'on essaye de vivre ou de donner, d'insuffler au jour le jour, mais c'est aussi l'organisation des compétences. Et ça, parfois, c'est des choses dans nos PME, dans les petites structures, qu'on a tendance à pas mettre en place, ou en tout cas à pas montrer et à pas valoriser. Et quelque part, le fait de ramener ça au cœur de l'entreprise, ça permet aussi aux salariés et à nos collaborateurs de valoriser leurs compétences, de montrer leurs points forts, leurs points faibles et de leur permettre de prendre leur position autour de ce parcours et de cet accompagnement. Donc, on ne parle pas seulement de performance industrielle, même si c'est le but in fine, mais on parle aussi de la façon de l'accompagnement humain qu'on met en place pour l'atteindre. Donc, l'humain a une place centrale dans le dispositif.
Donc la restitution de cette phase, de cet accompagnement, est-ce qu'elle a finalement été bien fidèle au travail qui a été mené pendant la phase d'accompagnement? Oui, le rôle d'animation de TopTech et leur expérience dans l'écoute a permis d'avoir une restitution qui était exactement ce qu'on attendait en fait. Hein. Et c'est vrai que en fait, c'est un peu ce rôle d'animation est très important de leur part parce que je parlais tout à l'heure de ces séances collégiales. Ils arrivent à animer ces séances pour que chacun puisse parler, donner son sentiment, son ressenti, son besoin. Et derrière, forcément, la restitution, si elle écoute en amont, elle découle de ça. Donc, c'est vrai que la restitution a été fidèle à nos attentes et à tel point qu'elle nous a permis d'enclencher la phase 2. On n'a pas fait que le diagnostic, mais on est en train de déposer une demande pour la phase 2. Donc, on veut aller plus en avant sur ce parcours pour pouvoir vraiment se doter d'outils performants et mobiliser tout l'ensemble de l'équipe pour le mettre en place. Dans notre cas, en l'occurrence, on a travaillé pour être plus spécifique sur un outil de pilotage de l'atelier de production. Donc, c'est l'atelier de fabrication de ces fameuses armoires montées câblées, mais aussi un outil de pilotage de management visuel de nos projets depuis le bureau d'études jusqu'à l'installation sur site. D'accord. Et cette phase 2, elle va représenter combien de jours d'accompagnement? Vous l'avez évalué encore ou pas? Oui, tout à fait. Alors justement, c'est en ça que la restitution est intéressante parce qu'on peut à la fois voir les points forts, les points faibles de l'entreprise, voir les axes d'amélioration et quantifier le temps d'accompagnement que peut être amené par TopTech pour justement arriver à ces améliorations, à ces outils qui vont nous permettre d'être plus performants. En l'occurrence, pour mon entreprise, c'est 10 jours d'accompagnement qui sont nécessaires pour apporter ces outils qu'on a ventilés sur toute l'année 2021. Hein, parce que, je le répète, ce n'est pas évident de déployer du temps. Ça demande du temps de mise en place, du temps de préparation, mais qui sera bénéfique. Ça, on en est persuadé. Donc, ça demande un effort à la mise en place, au déploiement. Mais derrière, c'est pour du mieux et c'est pour du temps gagné in fine. Et du coup, pour ces 10 jours, je l'ai dit, on les a ventilés sur l'année 2021. Là aussi, TopTech est à l'écoute et peut s'intégrer ou en tout cas s'organiser avec nous. On a pu organiser nos agendas avec les équipes. On a une grosse saisonnalité dans notre métier de service et de maintenance, notamment l'été. Donc, on a fait des phases avant l'été et on fera une phase de finalisation après l'été. Donc, ça, c'est des choses qui sont naturelles dans la discussion. D'accord. Un dernier point dont je voulais parler. Donc, je suis le président d'ITS Fusion, qui est un réseau d'entreprises qui est basé dans l'Hérault, Béziers-Montpellier plus précisément. C'est un réseau d'entreprises qui mutualise nos compétences et qui nous permet de diversifier nos marchés. C'est un secteur aussi, c'est un réseau qui nous permet de grandir ensemble et justement de participer à des projets de ce type ensemble. En l'occurrence, sur les 10 entreprises que compose ITS Fusion, 6 se sont intégrées dans ce parcours d'accompagnement industrie du futur avec TopTech. Et c'est intéressant pour nous parce que ça nous permet de nous tirer ensemble vers le haut et d'avoir des phases de restitution communes aussi. Ça nous permet de voir un petit peu ce qui est fait dans chacune des entreprises, de pouvoir prendre le bon de ce qui a été mis en place chez eux et pourquoi pas de mutualiser les bonnes pratiques et les outils ensemble. Donc ça, c'est important et je préconise peut-être aux dirigeants qui sont derrière leur écran de ne pas hésiter à échanger avec d'autres chefs d'entreprise, avec d'autres entreprises, quel que soit le secteur d'intervention industriel auquel l'entreprise fait partie, de voir un peu ce qui a été fait, de prendre ces exemples-là. Donc, vous pouvez me contacter d'ailleurs, je pense qu'il y aura peut-être un échange d'informations à ce niveau-là, mais moi, je suis disposé à le faire si vous souhaitez. Et l'ensemble des entreprises d'ITS Fusion qui représentent donc 10 entreprises avec des secteurs variés, métallurgie, mécanique de précision, automatisme, hydraulique, mécano-soudure, bureau d'études, hydraulique et maintenance multitechnique, peuvent aussi se mettre à votre disposition en prenant peut-être une entreprise qui vous ressemble pour répondre à vos questions sur comment on a mis en place ce dispositif et comment on l'a intégré dans nos structures. Très bien, merci.
Alors, j'ai posé moi-même des questions. Voilà, je vais peut-être regarder au niveau des participants si on a eu des questions jusqu'à présent. Alors, là, c'est peut-être moi qui vais pouvoir répondre. Sur les objectifs, on nous demande combien d'entreprises ont été accompagnées aujourd'hui. Ça me fait penser, je n'ai peut-être pas précisé lors de ma présentation, je ne vous ai pas indiqué le timing de l'opération. Voilà, donc elle dure l'opération jusqu'à fin 2022. Quant au nombre d'entreprises accompagnées jusqu'à présent, alors honnêtement, je n'avais pas l'info. Je l'ai demandé pendant vos interventions à Stéphane Blanchard de l'agence ADOC. Il m'indique qu'il y a 140 entreprises qui sont accompagnées sur la phase 1, voilà, sur les 400, et voilà, pour une opération qui va se dérouler jusqu'à fin 2022. Voilà. Pour la première question. Alors, le travail manuel n'est-il pas également un refuge parfois? Alors là, c'est peut-être pour vous, Monsieur Touéry. Je vous laisse prendre. Effectivement, tout à l'heure, j'ai dit que les superviseurs étaient souvent des gens issus du terrain, donc une grande expertise technique, et on les a tout d'un coup nommés. Alors, ils ont accepté de se retrouver manager. Et bien souvent, et là, c'est le grand vide parce qu'ils se retrouvent tout d'un coup à occuper un poste, mais qui est un nouveau métier, complètement un nouveau métier. Et des fois, pour finalement se donner de la contenance, pour plein de raisons, se faire bien voir de leur équipe, ah oui, quand mon chef vient m'aider, c'est bien, etc. Et du coup, ils vont avoir tendance à revenir vers leur métier d'origine, vers leur métier manuel, parce que c'est ça qu'ils connaissent, c'est là leur zone de confort. Mais tout simplement parce qu'on ne leur a pas éclairé, je dirais, la route de ce qu'est le manager. Par justement un accompagnement et un coaching individuel au travers des bonnes pratiques de supervision, quand la personne va découvrir ce qu'on attend d'elle, va se rendre compte que c'est tout à fait à sa portée, va y prendre du plaisir, et bien petit à petit lâchera et ne reviendra pas vers des tâches de manuel pour se concentrer vraiment à des tâches donc, de manager. Et lorsque l'on fait témoigner, je dirais, des superviseurs dans les entreprises, tous disent non, je ne reviendrai pas en arrière parce qu'aujourd'hui, c'est clair, ma mission est claire. Et puis, quelque part aussi, j'y prends du plaisir, il y a moins de stress, etc. Et puis c'est bien de le dire et d'être. Donc, du coup, le poste de manager est plus agréable et épanouissant. Au final, c'est ce qui ressort des témoignages de ces superviseurs. Très bien. Alors, on a une autre question. Alors, ce n'est pas vraiment une question, je pense que c'est plus une remarque. Des outils digitaux tout à fait pour la supervision quotidienne et ergonomique, bien entendu. Je pense que c'est pour... Oui, pardon, je renlève mon masque. Alors, l'outil digital, effectivement, celui que j'ai présenté, il en existe d'autres sur le marché. Effectivement, si c'est un outil qui est fermé, qu'on va nous imposer, il y aura refus, clairement. L'outil que j'ai présenté, comme d'autres daily management systems et comme beaucoup d'outils d'ailleurs digitaux, aujourd'hui, sont complètement personnalisables. C'est une feuille blanche et en fait on va construire, on va prendre les différents modules dont on a besoin et on va les assembler, on va les personnaliser. Je pense par exemple, il y a un module dans l'application qu'on a mis en place là, récemment chez un de nos clients, il y a un outil pour faire des audits. Ils avaient des audits ISO, là j'entends, qu'on a tout simplement numérisé et qu'on a mis dans l'appareil. C'est-à-dire que la personne, au lieu d'avoir sa feuille de papier et d'aller faire son audit sur le terrain, aujourd'hui elle a une tablette et elle retrouve exactement le même formulaire sous forme digitale. Donc oui, il est important que l'outil digital soit au service de la personne et pas l'inverse. Alors là, on a une question peut-être plus pour Mathieu Dossa.
concernant le délai à prendre en compte pour commencer à mettre vraiment en place le programme. Alors, il y a un délai administratif qui est incompressible puisque, on le répète, c'est un parcours qui est heureusement et on a la chance d'avoir une aide de la région dessus. Donc, il y a un dossier à déposer sur la plateforme de la région que vous avez cité tout à l'heure et il y a un délai d'instruction. Ça, je ne connais pas aujourd'hui quel est le délai d'instruction, mais c'est assez réactif. C'est assez réactif, il faut compter quelques mois. Un à 2 mois. 1 à 2 mois, plus exactement, pour le mettre en place. Donc derrière, je dirais que le timing, c'est plutôt l'entreprise qui est le métronome et qui le donne. Dans notre cas, c'est allé assez vite. Une fois ce délai d'instruction passé, on était déjà pendant ce délai d'instruction en contact avec TopTech, qui est l'accompagnant qui nous a aidés, le bureau qui nous a aidés. Il y en a d'autres, vous l'avez vu sur la présentation initiale. Donc je dirais que la prise de contact avec le prestataire que vous allez sélectionner, il faut la faire en amont, comme ça permet de ne pas perdre de temps et de planifier déjà les jours après. Et en ce sens, on a fait un bon boulot avec TopTech. Dès qu'on a eu le dossier qui a été validé, on était déjà sur les starting blocks pour démarrer. Donc ça, on a pu anticiper ces dates-là et on a pu démarrer rapidement. Dans mon exemple concret, pour être précis sur les dates, l'action, la première phase, donc le diagnostic, qui est appelé le diagnostic, donc qui est 5 jours, je crois, de mémoire. On l'a démarré en fin d'année dernière ou en tout début d'année. On l'a fini sur le mois de mars, donc c'est allé assez vite. En 3-4 mois, on avait bouclé, même en 3 mois, on avait bouclé cette phase-là. Et derrière, on a, je l'ai dit, engagé la phase 2. Et la phase 2, c'est pareil, c'est un nombre de jours qu'il faut déterminer en fonction de là où vous voulez aller dans le process d'amélioration. Et je dirais que c'est votre emploi du temps, en fait, entrepreneur et entreprise, qui va définir le temps qu'il faut. Mais c'est assez rapide. Hein. On n'est pas sur, on le répète, une usine à gaz, que ce soit en process ou même en déploiement d'outils. Voilà. Donc, c'est votre calendrier qui va rythmer et qui va timer un peu l'accompagnement. Je peux peut-être apporter un complément. Bien sûr. En complément, je dirais, dans le cadre de votre entreprise, Mathieu, comme on intervenait sur le groupe ITS Fusion, on a mixé, je dirais, les journées de diagnostic sur les 6 entreprises qui étaient rentrées dans le programme, parce que justement, comme il y a une interaction entre vos entreprises, il était intéressant de pouvoir être dans une entreprise, dans une autre, etc., pour pouvoir comprendre les mécanismes et les flux d'informations qui vont circuler d'une entreprise à l'autre, etc. Lorsqu'on est dans une entreprise, je dirais, qui n'est pas dans un groupe, enfin, qui n'est pas dans un groupement, le diagnostic donc, de 5 jours qui est proposé par la région, c'est un diagnostic que nous réalisons en 5 jours. On commence le lundi, on finit le vendredi. Bon, bien sûr, avant, il y a une phase préalable de contact, d'échange d'informations, etc., de contact téléphonique. Mais lorsque l'on se déplace dans l'entreprise, on attaque le lundi et le vendredi, on fait la restitution. D'accord, merci pour les précisions. Je regarde s'il y a d'autres questions. Si vous avez d'autres questions, vous avez encore on a un petit peu d'avance, mais vous avez encore un peu de temps pour nous les faire parvenir. Je regarde en même temps. Est-ce que vous avez peut-être des compléments à apporter qui susciteraient d'autres questions ou des choses peut-être qui n'ont pas été évoquées encore? Ouais. Juste un petit commentaire pour finir sur le dispositif. Je pense on ne peut pas s'en passer. Il faut l'utiliser. On l'a dit, et je le dis, j'ai aucun intérêt à le faire, mais si ce n'est l'amélioration de la compétitivité de nos entreprises industrielles, et on sait que c'est aujourd'hui d'actualité dans tout notre pays. C'est un dispositif qui est financé à 100% pour les premiers jours et qui est financé à 50% pour la suite du dispositif et qui peut s'adapter à toutes les entreprises indépendamment de leur degré de maturité. Donc moi, j'ai parlé de mon exemple, on était une PME innovante sur notre métier, sur nos processus, mais avec un degré de maturité un peu plus faible sur la partie organisationnelle. Le dispositif s'est adapté à nous. Ça peut aussi s'adapter à des groupes un peu plus grands et qui sont déjà structurés. Donc, je pense qu'il faut y aller. Il ne faut pas hésiter à le faire. Très bien. Oui, tout à fait. Mathieu, pour rebondir là-dessus, parmi donc, les entreprises que nous avons la chance d'accompagner, je dirais, dans ce dispositif-là,
On a des entreprises où il y a 7 collaborateurs, où en fait on est, je dirais, c'est une entreprise artisanale, et puis on va travailler avec des équipementiers automobiles qui ont déjà, au niveau organisationnel et au niveau management, au niveau pilotage, ont vraiment beaucoup d'outils en place, mais qui cherchent justement, alors parfois à redonner du sens, parce que à force de mettre trop d'outils en place, on perd le sens. Donc, et justement, là, les bonnes pratiques de supervision arrivent à point nommé pour redonner du sens sur le pourquoi on fait les choses et sur le comment on va manager nos équipes. Donc, effectivement, différentes tailles d'entreprise, différentes maturités, et nous savons nous adapter, je dirais, aux besoins de l'entreprise et au rythme de l'entreprise. Vous parliez de saisonnalité, par exemple, ben, évidemment, on va s'adapter à la saisonnalité. Il y a des moments précis, justement, quand il y a une saisonnalité où il est malin, je vais dire, de démarrer la mission et d'être en phase d'accompagnement à d'autres moments, etc. Mais là, nos 20 ans d'expérience parlent, on va dire, en notre faveur. Je vais apporter un complément par rapport à la question qui a été posée sur le nombre d'entreprises qui sont aujourd'hui engagées dans le parcours, puisque Stéphane Blanchard m'a apporté les précisions en détail. Aujourd'hui, en phase 1, sur le parcours court, il y en a 136 exactement. Il y a 15 entreprises qui sont engagées dans la phase 2. Donc, voilà, consolidé 151 entreprises aujourd'hui, pour être précise. Est-ce qu'il y a d'autres dernières questions? Alors, on a de l'avance, donc s'il n'y a pas de questions, on va peut-être terminer. Je vais juste, avant de terminer, rappeler la prochaine date en ce qui concerne les webinaires Industrie du futur organisés par la CCI Hérault. Le prochain donc, sera le 25 juin. Alors cette fois-ci, en prestataire, ce sera AFNOR, donc parmi les 7 qui sont référencés. Et le retour d'expérience entreprise sera la société SEG Diélectrique basée à Poussan, qui a été accompagnée également sur la phase 1, qui nous fera son retour d'expérience. Voilà. Un mot, voilà, si certains de nos auditeurs sont intéressés, comme on l'a fait la première fois où on s'est rencontrés, ce que je peux vous proposer, c'est de passer une petite paire d'heures ensemble pour que vous me présentiez votre entreprise, votre contexte, et qu'on rentre un petit peu plus dans le détail du parcours Industrie du futur et en quoi ça pourrait être bénéfique pour votre entreprise. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Mathieu, la première fois, où on a passé 2 heures avec vous, d'ailleurs, et les autres dirigeants du groupement ITS, avant de lancer la phase 2. Donc, à votre disposition, je vous propose donc un entretien téléphonique, si c'est possible, et c'est préférable, un entretien en présentiel. Je vous dis, j'habite à Montauban, c'est pas très loin de Montpellier ou d'autres entreprises. De toute façon, on couvre toute la France et moi particulièrement toute la région Occitanie. Donc, pour vous rencontrer et vous présenter TopTech, vous nous présentiez votre entreprise et le dispositif Industrie du futur. Merci en tout cas de votre écoute. Très bien. Merci donc à tous les deux pour votre participation. Donc à bientôt. Merci, bonne journée. Si, merci.